Merci à la Maison de la Culture pour l'organisation de ces causeries, déjà. Je trouve ça rassurant, moi, de voir une organisation comme la Maison de la Culture braver un cliché voulant que l'été, on soit censé s'intéresser seulement à des futilités ou à des choses légères, comme si notre cerveau était en vacances. C'est-à-dire vide étymologiquement. Au contraire, je veux dire, il y a des problèmes qui, eux, ne prennent jamais de vacances, hein, comme les inégalités sociales ou la crise écologique. Et il n'y a pas de raison que, quant à eux, nous en prenions nous-mêmes. Je remercie Martin Brito pour l'invitation, pour l'organisation particulière de ces séances. Euh, Justement, puisque j'ai marqué le coup d'entrée de jeu. Euh, je, vais, euh, je vais inscrire cette intervention sous le signe de la gravité, sans détour. Euh, bon, mon métier étant de pratiquer la philosophie, on pourrait presque dire que sa définition, c'est de gâcher la fête, donc me voici. Mais l'idée, c'est de marquer, au fond, le, l'importance, mais les mots sont faibles, hein, je veux dire, l'éminence de la crise écologique euh, face à laquelle nous sommes, mais sans me perdre dans simplement une litanie de données qui nous accablerait, qu'on partirait tous plus déprimés que jamais. Le but, c'est à partir d'une prise de conscience que je vais plus rappeler, parce que je ne pense pas que je vais dire des choses qui vont, si on est un tout petit peu initié, absolument nous jeter par terre. Ça prendra peut-être quelques notions nouvelles ou quelques données nouvelles, mais l'idée, c'est une fois après avoir brossé un tableau d'ensemble, c'est d'y aller dans un deuxième temps d'une proposition concrète pour la péninsule acadienne, de façon à faire face à des défis historiques sans précédent, là, pour nous comme pour le reste de la planète, mais pour nous aussi, puisqu'il s'agit, je vais y venir, lorsqu'on se confronte à la question écologique, euh, d'aborder sur un mode régional des enjeux qui se dessinent, qui se profilent sur un mode mondial. C'est à des échelles régionales, conjointes et multiples que peut se penser une réponse à un problème grave. En cela, on peut dire que, je ne dirais pas les écologistes, parce que quand on dit les écologistes, c'est comme si on nommait une secte, quoi. Mais les citoyennes, les citoyens qui sont préoccupés par la question écologique, par la question environnementale, euh, par la question climatique, euh, passent souvent pour des Cassandres. Bon, et Cassandre, on sait, c'est une expression devenue un peu passe-partout pour dénoter des gens inquiets qui tirent sur la sonnette d'alarme, qui tentent de prévenir leurs contemporains de problèmes. Bon, mais ça, c'est un petit peu l'image passe-partout, mais si on se réfère, au fond, à la mythologie grecque, on se rappellera que Cassandre a deux caractéristiques quand que lui, enfin deux forces, hein, de pouvoir, enfin deux caractéristiques que lui attribue Apollon. Hein, c'est qu'Apollon attribue à Cassandre le pouvoir de prédire l'avenir, mais lui la prive en même temps de parole. Donc Cassandre, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui voit venir, mais qui n'est pas capable de communiquer ce qu'elle voit. Et je dirais que c'est le problème de l'écologie politique aujourd'hui, c'est que nous sommes alertés, informés, conscientisés, pour ne pas dire même anxieux, et chez certains, on pourrait même aller jusqu'à dire suicidaire. Il y a quelque chose de très préoccupant à la situation actuelle, et cette perspective historique-là est documentée ô combien. Bon. Mais en même temps, lorsque vient le temps d'en parler, de rendre au fond pensable, communicable, désirable ou convaincant un projet de société qui prendrait acte de l'enjeu écologique tel qu'il se présente à nous, nous devenons en quelque sorte inaudibles. Il n'y a rien qui imprime, il n'y a rien qui passe d'une manière fondamentale. Tout au plus, il y aura un rafistolage ici ou là, un verdissement, une décoration, bon, mais rien de fondamental.
Et moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, donc, c'est d'une part rappeler qu'il y a crise, indiquer ce qu'elle représente pour nous, et dans un troisième temps, marquer une forme de réponse possible. Bon. Donc, pour marquer le fait qu'il y a crise, et pour simplement la définir, je vais citer 3 points. Le climat, la biodiversité et l'énergie, pour montrer que nous sommes dans un monde qui représente pour nous une étoile morte, ou j'ai tendance à dire une planète morte. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est change tellement, est tellement menacé de transformations profondes, tant du point de vue du climat, de la biodiversité et de l'accès aux énergies, que nous sommes en quelque sorte contraints aujourd'hui d'envisager le 21e siècle comme étant celui où un paradigme changera. Notre paradigme, ce que j'appelle un paradigme, c'est notre mode de vie consumériste, productiviste, capitaliste, mondialisé. Ce mode de vie-là sera appelé à changer radicalement par la force des choses, indépendamment de la volonté des communautés XY là, ou des velléités révolutionnaires des uns des autres. C'est pas sur un mode, au fond, sur le mode des mouvements sociaux qu'il faut nécessairement penser l'évolution historique, mais sur le plan des événements climatiques et écologiques. Je cite tout bonnement, et sans grande originalité, une source qui fait à peu près l'unanimité, c'est le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est une sorte d'entité étrange, à la fois scientifique et politique, ce qui est quand même assez suspect, mais qui montre une chose, je dirais, qui va dans le sens d'un discours, je dirais, fondé, c'est que cette instance-là n'a aucun intérêt à exagérer la situation au sens où il s'agirait de la présenter comme étant dramatique, terrible, catastrophique, étant donné qu'elle est soumise aux intérêts des États et que les États n'ont pas intérêt à ce qu'on véhicule un discours par trop alarmiste sur la situation. Donc, nous sommes face à une structure qui sera en mode extrêmement prudent en ce qui concerne les thèses, les hypothèses, les démonstrations, à partir de données là, les plus probantes qui soient, à partir de synthèses multiples, nous dit ceci: au-delà d'un réchauffement de 2 degrés du climat depuis le début de l'ère industrielle, nous ne répondons de rien. Si le climat se réchauffe de plus de 2 degrés, eu égard à ce qu'il était au 19e siècle, au moment où la révolution industrielle s'est enclenchée. Le charbon, essentiellement. Bon, ensuite, le pétrole, puis les énergies, puis la consommation, puis la mondialisation, et tout ce qu'on connaît. Bon. Si on excède le seuil de 2%, on ne répond de rien. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une sorte de turbulence face à laquelle il sera extrêmement difficile de prédire ce qu'il en sera. Mais il y a une chose qu'on peut cependant prédire, c'est qu'il y aura irréversibilité. C'est qu'on va entrer dans des dynamiques exponentielles qui ne nous permettent pas de dire autre chose qu'il va se passer quelque chose de l'ordre de changement. Là, La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'il y aura un changement radical dans l'organisation même du vivant, des territoires, des océans, ainsi de suite. Mais on ne peut pas dire en quoi, si ce n'est qu'il y aura une perturbation grave. Bon. Ça, c'est 2 degrés. Mais au jour d'aujourd'hui, le GIEC, étant donné qu'on ne fait rien depuis qu'il y a eu des rapports, là on peut remonter au Club de Rome dans les années 70, au sommet de Rio, et ainsi de suite, à d'autres grands-messes, et à d'autres moments solennels, comme il ne se passe rien de probant. Ici, on n'a pas allé chercher loin. On a un premier ministre qui signe l'accord de Paris en 2015, il revient ici, puis il achète un pipeline, parce qu'il n'est pas assez rentable pour l'industrie. Et puis qui n'est pas capable de remettre à jour une ligne ferroviaire comme celle dont on dépend ici, par exemple. On voit bien qu'il n'y a aucune capacité, au fond, volonté ou résolution pour être en phase avec un virage qui est nécessaire historiquement. Donc,
puisqu'on ne fait rien, le GIEC aujourd'hui ne nous parle plus de 2 degrés. Il nous parle de 3,5 degrés, 4 degrés. Donc, on nous disait 2 degrés, là, il ne faut jamais franchir ce seuil-là. On ne sait pas dans quoi on s'aventure. Là, on est rendu presque au double. Bon. Et cela est tellement grave, tellement préoccupant, qu'il n'y a plus aujourd'hui à abonder dans la rhétorique de l'avenir, en disant, mais pensez à nos enfants, à nos petits-enfants, au monde que nous allons leur laisser un jour. Non, c'est maintenant. Dire, regardez ce qui se passe en Colombie-Britannique. C'est un village où il a fait tellement chaud, c'est-à-dire on a tutoyé le 50 degrés Celsius, que le village a pris en feu. Puis aujourd'hui, il n'existe plus, Lytton. Aujourd'hui, la Colombie-Britannique, aujourd'hui même, a déclaré l'état d'urgence parce qu'il y a trop d'incendies de forêt. Bon, ça se passe ici, en même temps qu'il y a eu, il y a quelques années, ici, des pluies de verglas, en même temps qu'il y a des inondations comme on n'en a jamais vu en Allemagne, en Belgique, là, ces jours-ci, en même temps qu'il y a, il y a eu, quoi, il y a 2 semaines, encore un ouragan dans le sud des États-Unis, mais un autre, hein, bon, sans parler d'une pluie de grêlons dans l'est de la France, dans les Vosges, si spectaculaire qu'il y en avait des mètres. Et c'est des grues qui sont passées, et puis des pelles mécaniques pour enlever la grêle en France. Et donc, on voit qu'on est aujourd'hui dans une perturbation qui risque simplement de devenir notre lot, notre quotidien, quoi. Et je voudrais citer simplement parce qu'une image vaut 1000 mots, la prose de David Wallace Wells. C'est un journaliste new-yorkais que j'aime beaucoup parce que d'une certaine façon, je ne l'aime pas beaucoup. Mais je trouve intéressant que ce soit quelqu'un comme lui qui dise ce qu'il dit. C'est une sorte de New-Yorkais narcissique, là, mais ça, c'est presque un pléonasme, qui, parle beaucoup de lui, puis qui dit que lui, il n'était pas écologiste du tout, il mangeait de la viande rouge, il voyageait, ainsi de suite, mais comme journaliste, il a été amené à faire des reportages, à suivre, à produire des reportages, notamment sur des réfugiés climatiques, sur des victimes du réchauffement climatique. Et là, après, lui, l'espèce de yuppie, je veux dire, pas inquiet de rien, puis ainsi de suite, à la mode, là, a été saisi. Et là, il a fait un livre, hein, Vivre avec 4 degrés Celsius de plus, hein, la Terre inhabitable. Et dans son chapitre initial, il nous montre un petit peu comme ça, degré par degré, qu'est-ce que ça veut dire une Terre qui a subi une augmentation de la température mondiale, hein, de plus de 2 degrés, de plus de 2,5 degrés, de plus de 3 degrés. Et là, il monte jusqu'à 6 ou 7, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devient juste littéralement invivable. Littéralement. Après ça, ça ne sert à rien de se dire on va arriver là. On pourrait arriver là, hein, c'est vraisemblable. On ne sait pas. Mais il y a des scénarios qui sont conçus par des modélisateurs là, qui disent on va y arriver. Parce que c'est exponentiel. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon. Il y en a d'autres qui sont plus mesurés, qui disent d'autres scénarios. Là, je ne parle même pas de gens. Qui vont dire voilà, il est probable que si on fait ceci, cela, si on réagit, trop tard, mais pas trop tard, on soit capable de contenir. Mais on voit que de toute façon, c'est grave. Et il commence en disant, c'est trompeur, parce qu'on parle de degrés. On dit, degré de plus, nous, hein, dès qu'il fasse 27, 28, 29, ça change quoi? Mais ça ne se passe pas là, quoi. Bon, il commence comme ça. Ces chiffres sont si bas que nous avons tendance à minimiser 1, 2, 4, 5 degrés, quelle différence? L'expérience et la mémoire des hommes et des femmes n'offrent aucune bonne analogie quant à la meilleure manière d'envisager ces seuils. Il en va de la hausse des degrés comme des guerres mondiales ou des récidives de cancer. Mieux vaut éviter d'en voir en subir ne serait-ce qu'une. À plus 2 degrés Celsius s'amorce le déclin de la banquise. 400 millions de personnes souffriront du manque d'eau. Les principales villes de la région équatoriale deviendront invivables et même les latitudes les plus au nord seront frappées par des vagues de chaleur responsables de milliers de morts chaque été. L'Inde subira 32 fois plus de canicules extrêmes, chacune 5 fois plus longue qu'aujourd'hui, touchant 93 fois plus de personnes. Nous avons affaire là au scénario le plus optimiste. À plus 3 degrés Celsius, l'Europe du Sud connaîtra une sécheresse permanente. La durée de sécheresse moyenne sera rallongée de 19 mois en Amérique centrale, de 21 dans les Caraïbes. En Afrique du Nord, la durée sera prolongée de 60 mois, soit 5 ans.
La surface de terre dévastée par des incendies chaque année doublerait en Méditerranée et serait multipliée par 6 au moins aux États-Unis. À plus 4 degrés Celsius, ce sont 8 millions de cas de dengue supplémentaires chaque année pour la seule Amérique latine et quasiment une famine mondiale par an. Il pourrait y avoir une augmentation de 9% des décès liés à la chaleur, simplement. Les dégâts provoqués par les crues des rivières seraient multipliés par 30 au Bangladesh, par 20 en Inde et par presque 60 au Royaume-Uni. Dans certains endroits, 6 catastrophes naturelles consécutives au climat pourraient frapper simultanément et à l'échelle de la planète, le coût des dégradations pourrait dépasser les 600 000 milliards de dollars, plus de 2 fois la richesse existante dans le monde aujourd'hui. Les conflits et les guerres pourraient être 2 fois plus nombreux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le début du livre, et tout le reste est comme ça. Cela est pour nous dire, simplement pour planter le décor en disant, c'est pas de la tarte. Ce qui s'en vient là, c'est historiquement incomparable. Même pas à la Deuxième Guerre mondiale, même pas à... Il va se passer quelque chose en ce siècle. On ne peut pas vraiment dire quoi, et moi, ça ne m'intéresse pas de jouer non plus à Nostradamus, là, pour essayer de prédire quoi exactement, mais les Cassandres que nous sommes sont incapables de dire précisément ce qu'il en sera, mais on est capable de voir qu'on se prépare à vivre un mauvais quart d'heure mondial. Il va se passer quelque chose face à quoi on a intérêt à être préparé, ne serait-ce que psychologiquement. Et structurellement, j'entends par là politiquement, institutionnellement, à être au fond ajusté à ce qui s'annonce. Et ce qui s'annonce, c'est pas seulement, c'est vraiment pas seulement des choses qui existent dans des données abstraites, comme celle du GIEC, qui vont nous parler de parties par million de particules contribuant à l'effet de serre ou quoi encore. Ça devient très vite aujourd'hui très concret. Et je voulais rendre ça vraiment concret en citant le courriel que j'ai reçu moi-même d'une amie qui habite la Colombie-Britannique et qui m'a écrit ceci tout récemment. C'est gentil de me faire signe en direction de notre fournaise. Nous vivons maintenant ce que nous avions cru pouvoir arriver dans 30 ans, des températures de près de 50 degrés Celsius. Devoir sortir dehors ici dans notre vallée par 45 degrés est une expérience terrible. Notre maison ici est relativement fraîche car nous sommes très près de 2 rivières, mais beaucoup de personnes des alentours sont bien moins loties. Les agriculteurs manquent d'eau et on ne pouvait travailler dans les champs ces derniers jours. Dans mon jardin, les framboisiers ont tout simplement brûlé. Je te donne certains détails qui te donneront une idée de la complexité posée par cette situation. Là, on rentre dans la sociologie. J'ai dit à une dame âgée à l'hôpital de Nelson jeudi dernier, dans la pire des chaleurs. Dans les stationnements, toutes les autos ont le moteur en marche pour climatiser. Autrement, on ne peut retourner dans l'habitacle. Dans les centres commerciaux, les grands magasins, les banques, on autorise les chiens à l'intérieur. Les bibliothèques auparavant fermées pour cause de COVID sont maintenant réouvertes comme centres de rafraîchissement. BC Hydro, notre Hydro-Québec ici, se répand en lamentations sur la consommation d'électricité de beaucoup supérieure à celle de l'hiver. On se prend à songer à ce qui se passera lorsqu'on ajoutera l'auto électrique à tout cela. BC Hydro est aussi un fournisseur du nord-ouest américain qui est à la limite de la capacité de son réseau. De temps en temps, nous observons des baisses de watts dans notre propre réseau, ce qui nous laisse présager des pannes inquiétantes. On a besoin de pluie, mais chaque orage est la menace de la foudre qui risque d'allumer plus de feu. Voilà, mon cher, l'été est devenu ici une chose à craindre et il en sera ainsi pour l'avenir. Il y a aussi toute la tragédie de ces tombes d'enfants autochtones, c'est que vous connaissez. Donne-moi de tes nouvelles et parle-moi un peu de l'Est. Ici, nous tenons le coup, mais dans une espèce de stupéfaction biblique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu, moi, d'une amie qui existe là-bas. Là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas vague, qui n'est pas un peu de l'ordre d'une rumeur journalistique, quoi. Bon. 3,5 degrés de réchauffement, ça veut dire la fonte de la banquise en Arctique, qui déjà font de 8% aux 10 ans. À chaque décennie, pas 0,8, 8% de moins. C'est énorme. Bon,
Cela annonce la submersion de villes comme Miami, Shanghai, Hong Kong, sans autres grandes villes, s'il s'agit d'en faire des symboles, puisque les villes sont plus importantes que les péninsules. Des sécheresses, des incendies de forêt, des montées d'eau, des zones inhabitables, des zones qui deviennent inhabitables. Il fait trop chaud et on ne peut plus cultiver. C'est inhabitable. Bon, évidemment, il y a un enjeu politique à ça, c'est la provocation de réfugiés environnementaux. Donald Trump, c'est un espèce de fou furieux, on le sait bien. Mais pourquoi il y a des gens qui le soutiennent? Parce qu'on sait très bien qu'au-delà de sa rhétorique de malade mental, il y a une vraie position, au fond, géopolitique qui consiste à dire les gens du Sud, les réfugiés écologiques du Sud vont tous passer par l'Amérique centrale pour rentrer par la Californie et venir chez nous quand la région équatorienne sera littéralement invivable. Bon, ils seront prêts à tout, parce que de toute façon, ils seront au fond en sursis dans leur propre état. Bon. Et surtout, ce phénomène-là est exponentiel. Et ça, c'est l'aspect le plus important. C'est que, vous savez, c'est quoi, les logiques exponentielles? Plus quelque chose se produit sur un certain volume, plus cela se produit rapidement sur des volumes excédentaires. Le truc du jeu d'échecs, je ne sais pas si vous avez expliqué ça, là, l'école, là, si vous mettez, c'était quelqu'un qui avait fait un pari avec quelqu'un qui se pensait très intelligent, il avait dit, voilà, tu vas me donner en volume, voilà, ce que je peux entraîner comme calcul exponentiel sur un échiquier. Le grain de riz, c'est ça. Je vais mettre un grain de riz, là on va le dédoubler, là de 2 on va passer à 4, de 4 à 16, de 16 à 32, puis là, le type, il disait, bon, je parie presque rien, quoi. Je parie juste en rapport exponentiel à partir d'un grain de riz. Mais dans la dernière case, il y en a tellement qu'évidemment, il faudrait des entrepôts entiers pour le stocker. Parce que ça va vite, on l'a vu avec le COVID, c'était vraiment une logique exponentielle, quoi. Bon, ben, c'est ce qui se produit. Puisque le réchauffement entraîne la fonte des glaciers diminue la superficie de réverbération de la lumière, parce que quand c'est blanc, ça reste comme notre linge, quand il fait chaud l'été, le blanc réfléchit, le foncé absorbe. Donc, ben, plus vous avez d'eau, moins vous avez de surface glaciaire, ben, plus, au fond, l'eau va se réchauffer et faire fondre la glace, et moins il y en aura. Et là, on va se retrouver dans une situation où c'est le pergélisol qui va suffisamment fondre pour libérer quoi? Du méthane qui est historiquement enfoui dans le Grand Nord. Et là, on parle de millions de tonnes et qui a un effet de serre plus grand encore que le CO2. Donc là, on est dans une logique où il faudra absolument changer de mode de vie. Et si on ne le décide pas, c'est ce qu'en psychanalyse on appelle le réel qui va nous sauter au visage, quoi. C'est le réel qui va s'imposer. Ce ne sera plus une délibération. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, quand est-ce, à quel coût? Non, non. Ce ne sera pas une question d'acceptabilité sociale, là. Je dirais, ce sera le réel qui va s'imposer à nous comme il s'impose aux gens de l'Ouest nord-américain aujourd'hui. À cela s'ajoute un problème qui est la crise de l'information. On pourrait faire un séminaire juste là-dessus. Je vous réfère, si vous voulez lire là-dessus, au livre assez intéressant de George Marshall, Le syndrome de l'autruche, pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique. Et les chapitres sont distribués de telle façon que chaque chapitre correspond à une sorte de blocage, une inhibition psychologique, un blocage, quoi, qui consiste à dire, c'est toujours une excuse, quoi. Les experts l'ont pas prouvé. La technique va bien inventer quelque chose. Chaque civilisation croit à la fin du monde. Vous avez comme ça des espèces d'arguties. Et ce qui m'a le plus ému, m'a touché dans la dizaine et la dizaine au fond, de clichés qu'il cite pour qu'on évite de passer à la phase, au fond, pragmatique, qui consiste à faire quelque chose de ce problème inouï. C'est celle disant, au fond, quand même qu'on ferait tout ce qu'on peut, ça ne change rien. Bon, et l'exemple dit, mais mettons là qu'on est tous convaincus, puis tout de suite, là, on prend la mesure de ce que ça représente. Ça veut dire qu'on diminue par 10 notre consommation. Puis on diminue par 10 notre consommation. C'est-à-dire qu'on laisse une voiture par 10 personnes. 10 fois moins de fromage, 10 fois moins de lait, 10 fois moins de viande, 10 fois moins de tout. OK? Parce que c'est ça qu'il faut. OK? Disons que nous, là, on part là, d'une manière presque sectaire, là, puis on fait un serment ce soir, là, puis on se... Ben, ça ne change rien. C'est qu'on a l'impression que si on n'est pas des millions à le faire, ça ne change rien, donc c'est décourageant.
Alors, vous vous rappelez, ceux qui étaient là la semaine dernière se rappelleront peut-être de Carmen Caron expliquait comment il y a eu des luttes ici épiques pour sauver l'université, construire un gymnase, etc. On se bat quand on a une visée. Mais si on ne sent pas qu'il y a une visée, on est prêt à se battre beaucoup plus pour une piste cyclable ici, je pense, que pour des objectifs mondiaux comme ça qui sont complètement pharaoniques, quoi. C'est décourageant. Donc ça nuit beaucoup. Bon, ça nuit beaucoup. Et ce qui nuit beaucoup aussi, c'est qu'on a laissé le dossier, je dirais, de la crise écologique à des scientifiques des sciences exactes, qui ne sont pas tout à fait des poètes. Et c'est pas tout à fait par eux qu'on peut dire, en nous parlant de parties par millions, puis de millions d'années, puis de sujets humains, puis de manière totalement grandiloquente, qu'on peut arrimer une pensée à quelque chose. Ce sont des thèses qui sont l'œuvre surtout de gens en recherche opérationnelle, hein, qui font de la modélisation de pointe à partir d'engins informatiques extrêmement puissants, et qui pensent sur un registre qui n'est pas parlant. Qui n'est pas parlant dans le sens où il semble toujours trop abstrait pour correspondre à quelque chose que l'on peut faire là où on se trouve, qui que nous soyons. Bon, donc ça c'est un vrai problème qu'un philosophe de l'écologie, un des rares qu'il y ait, Bruno Latour, qui n'est pas simple lui non plus, à sa manière, a développé. Quoi. Tout ça pour dire quoi? C'est que ça fait quand même longtemps qu'on nous en parle. Au moins 1992, au moins le sommet de Rio. Ça fait au moins, puis là on pourrait parler du Club de Rome des années 70, puis déjà, moi je m'amuse à lire des types au 19e siècle qui disaient « Oh là là, la colonisation c'est terrible, on détruit tout sur notre passage, quoi. Je veux dire, ça ne repoussera plus, on saccage, quoi. Bon, on peut remonter beaucoup, les Cassandres, ils remontent jusqu'au grec ancien, puis sur l'écologie, c'est au moins la période industrielle elle-même qui les voit apparaître. Mais le problème, c'est que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est rendu à un stade dément. Si on prend l'énergie qui a été dépensée depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle, la moitié de cette énergie-là a été dépensée, épuisée depuis 1992. Donc entre 1992, l'année du sommet de Rio, qui était la prise de conscience du problème environnemental, et aujourd'hui, c'est dépensé autant d'énergie qu'entre le début de l'ère industrielle et 1992. Ça veut dire que, en toute connaissance de cause, on a continué, mais je veux dire, à dépenser, puis à gaspiller, puis à spolier, puis à épuiser, et à ravager, à détruire, sur un mode infiniment plus conséquent qu'avant. Donc, ça n'imprime, comme disent les Français aujourd'hui dans la presse, ça n'imprime pas. Le message ne réussit pas à conditionner les sujets pour qu'ils agissent en fonction de paramètres extrêmement clairs. Et autoriser ces paramètres-là face, au fond, aient le même impact que la morale au XVIIe siècle, qui disait un impact sur les esprits. Et ça s'accompagne de toutes sortes, au fond, d'accommodements. Par exemple, au début du siècle, le discours, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas atteindre les 2 degrés Celsius de réchauffement. Il faut vraiment qu'on mette les freins et que jamais, au grand jamais, on dépasse ce seuil-là. Il est terrifiant, ce seuil. Bon. Aujourd'hui, on présente ce seuil-là comme une utopie. En disant, mais dans le meilleur des mondes, si maintenant on arrive à mettre toutes les chances de notre côté, peut-être qu'avec beaucoup de chance, on arrivera aux 2 degrés. Donc, mais on ne mentionne pas que jadis, ce 2 degrés-là était présenté comme un seuil ultime. Bon, même chose avec les fameux 400 parties par million, là, par lesquels on compte en CO2 le phénomène de l'effet de serre, là, c'est-à-dire que là, on l'a dépassé. Là, il ne fallait jamais dépasser ce seuil-là. Bon, ben maintenant qu'on l'a dépassé, là, il y a une nouvelle rhétorique qui consiste toujours à présenter des nouveaux buts qui constituent une forme de capitulation par rapport à des exigences passées qui pourtant se présentaient à nous comme étant absolues, quoi, non négociables. Quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour bien nous enfoncer dans la dépression avant d'y aller, de promesses de grand soir et de révolution. Non, mais il y a lieu, on ne partira pas d'ici Tristan, je promets. Mais peut-être ébranlé, mais pas démuni. Pas démuni, vraiment.
L'autre source sur la biodiversité, c'est le pendant du GIEC, mais pour la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, la plateforme intergouvernementale, politique et scientifique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Je pourrais passer 3 heures juste à étudier l'acronyme, parce qu'il y a plein de contradictions, qu'on voit comment il y a une sorte de pression de toutes parts pour faire valoir des discours autant en géo-ingénierie que dans l'écologie politique, des gouvernements et des scientifiques. C'est une sorte de synthèse importante, mais là aussi, quand même, on arrive avec des données tout à fait préoccupante qui concerne la chaîne alimentaire universelle, ce qu'on n'a jamais vu avant. Là. Quand on entend dire qu'en Europe, 80% des individus parmi les insectes disparaissent, c'est inouï. C'est ça, depuis 30 ans. En 30 ans, on a fait disparaître 80% des insectes. Là, je parle des individus. Les espèces, il y en a 1 à 2 qui disparaissent à chaque année. Donc, à chaque année, il y a 1 ou 2 espèces qui disparaissent complètement. Bon, c'est un rythme infernal et on voit bien que ça ne peut que croître. Quoi. Bon, les abeilles, depuis le début du siècle, il n'est pas rare que dans les cultures, tout d'un coup, 50% d'une ruche disparaissent en une saison. On peut lire une documentation abondante sur la question. Et surtout, l'IPBES a avancé là, en 2019. Pour moi, c'était plus fort que n'importe quelle pandémie où j'aurais espéré qu'à ce moment-là, on arrête tout. C'est qu'à terme, d'une manière très, très palpable, 1 million d'espèces sont menacées. 25% des espèces mondiales sont directement aujourd'hui menacées. Et je veux dire, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais bon, moi, j'ai le plaisir de lire des livres pour à des enfants ces années-ci. Et ça me serre le cœur de voir que les livres pour enfants qui sont peuplés d'animaux dont on sait qu'ils sont en train de disparaître. C'est un musée qu'on leur présente. Bon, et c'est incroyable parce qu'on leur présentait jadis un monde de stabilité. Le règne animal, c'est le règne, au fond, sur quoi nous faisons fond. C'était le monde lui-même, quoi. Le monde lui-même, que ce soit les grands mammifères, les insectes, est constitué d'espèces qui sont à peu près toutes menacées. Et n'importe quel documentaire animalier aujourd'hui se termine par cette conclusion-là, peu importe l'espèce à laquelle on s'intéresse. Bon, ici, on pourrait parler des chauves-souris sur les îles, la morue, et ainsi de suite. On pourrait faire la liste ici même, quoi. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'IPBES, c'est une perte de production agricole de 23%. Une perte, déjà, parce que sans les pollinisateurs, ça devient compliqué. Là, il y a j'ai envie d'être vulgaire, là, des imbéciles par des diplômes qui essaient de créer des espèces d'insectes informatiques qui vont butiner avec comme des espèces de mini-drones. Là. Bon. Je ne sais pas si, je ne vais pas vous le lire, mais j'ai apporté avec moi d'Elisabeth Kolbert, La 6e extinction. Et notamment, on nous parle je crois que c'est je vais vous le paraphraser seulement, c'est très long, là, mais c'est au Panama, dans les collines d'El Valle. Pendant des années, il y avait des colonies de grenouilles très puissantes en plus parce qu'elles avaient ils étaient en mesure de se défendre par un venin particulier. Bon, elles suscitaient des études, elles étaient abondantes, là. C'était spectaculaire. Il y avait de la grenouille de manière innombrable. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et personne ne s'explique pourquoi. Et ce livre-là nous raconte que ce genre de phénomène-là aujourd'hui est devenu courant. Devenu courant, qu'il y en avait, il n'y en a plus. Mais d'une manière invraisemblable, mais en si peu de temps. Et à un moment donné, on en fera les frais. C'est pour ça que je parle d'une planète morte ou d'une étoile morte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi personnellement, par exemple, je ne suis plus capable de lire les journaux parce que j'ai l'impression qu'on nous parle d'un monde qui est de toute façon caduque. On fait comme si ce monde-là était destiné à fonctionner, alors que tous ces paramètres
au fond, sont maintenus en vie artificiellement, quoi. Ils parlent de la croissance, de développement. Moi, j'en ai absolument rien à faire, là, de savoir, là, qu'est-ce qu'il y en est de la concurrence de tel secteur par rapport à tel autre sur tel marché. C'est fini! Les conditions de possibilité de ce monde-là ont été détruites par ce monde-là. Lui-même, il sait, au fond, il a... Ici, la branche sur laquelle il est assis. Je vais aller très vite sur les énergies. Mais sachons simplement une chose. Les énergies, c'est pas tout à fait lié au phénomène écologique, mais ça fait partie d'un décor, à savoir que notre monde est appelé à changer. C'est que cette dépendance, au sens des drogues, là, cette dépendance au pétrole, notamment, et au gaz, qui est de notre fait aujourd'hui, ne pourra pas durer non plus. Il faut savoir que le gaz et le pétrole qu'on exploite aujourd'hui est majoritairement non conventionnel. Si vous avez en tête, là, quand il vient le temps de parler de pétrole, là, la scène de Tintin en Amérique, là, où d'un coup, là, ça pète, puis il y a du pétrole qui pisse partout, puis on ne sait plus quoi faire, là, puis c'est fini, ça, ces gisements-là ont à peu près tous été siphonnés. Là où aujourd'hui, on va chercher du pétrole, je veux dire, dans de la roche de shale, dans du schiste, dans de la boue, en Alberta, ailleurs, à 3000 mètres sous les eaux, on est désespéré. On racle les fonds de tiroir. Bon, il y a des réserves abondantes si on cherche en termes quantitatifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'exploiter ce pétrole-là coûte très cher, est extrêmement polluant, est extrêmement risqué aussi. Donc, quand on exploite aujourd'hui du pétrole et du gaz, c'est à la condition que les cours sur les marchés financiers soient très élevés. Il suffirait qu'il y ait une situation multicrise pour que tout d'un coup, ça ne vaille plus le coup financièrement d'aller à 3000 mètres sous les eaux chercher 3 gouttes de pétrole, comme on le fait maintenant, quoi. Donc là, il faut savoir que cette dépendance à l'énergie est aujourd'hui précaire. Bon. Et si elle ne l'est pas, c'est le point 1 qui va finir par surgir, c'est-à-dire que ce pétrole-là, qu'on sera peut-être encore, du point de vue de logique de marché, à même d'extraire, on ne pourra plus se permettre de le brûler. Parce que carburer au pétrole va générer de tels ennuis sur un plan climatique que ça ne pourra plus se faire. Quoi. Donc là, il y aura un moment où ça sera peut-être sur un mode délibéré ou sur un mode forcé, mais en tous les cas, cette dépendance au pétrole ne peut pas durer d'une façon ne peut pas durer et on peut pas, en tout cas, ça serait pas raisonnable pour aujourd'hui, par exemple, pour une instance politique, de ne pas envisager les décennies à venir en fonction de modes énergétiques tout autres. Bon, et d'une dépense énergétique largement moindre que ce que nous connaissons maintenant. J'en dirai pas tellement plus, mais j'ajouterai simplement que toutes les capitalistes sont malins, hein? C'est-à-dire qu'ils transforment en marché leur saccage. Donc aujourd'hui, on nous dit, ah ben l'écologie c'est notre affaire, fiez-vous à nous, on va maintenir le niveau qu'on connaît sans que rien ne change, simplement les modes vont changer, il y aura des batteries électriques, il y aura des voitures électriques, il y aura des tours éoliennes, il y aura des panneaux photovoltaïques, on va transformer le soleil en énergie, on va transformer le vent en énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on pense ainsi, la seule chose qu'on fait, c'est opérer un transfert de la pression du climat aux mines. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est des minerais. Les panneaux photovoltaïques, les tours éoliennes, ça a une durée de 20-30 ans. Et c'est pas recyclable, parce que c'est des alliages très difficiles à recycler. Donc, on n'a pas les moyens sur un plan minier de reconstruire des tours éoliennes aux 30 ans, de reconstruire des parcs de panneaux photovoltaïques aux 30 ans. Aujourd'hui, si on transformait le parc automobile mondial en voitures électriques, il nous manquerait tout de suite de lithium. Tout de suite, il y aurait une crise du lithium, mais immédiate. Parce que tout ce qu'on fait, c'est exiger beaucoup en minerais, parce que c'est par des terres rares et des minerais quand même en quantité limitée, là, parce que les minerais, c'est pas comme des carottes, là. Quand on l'enlève, ça ne pousse plus, là. C'est fini, là. Bon. Ben, je veux dire, si on transforme des éléments naturels en énergie, c'est au coût d'infrastructures qui sont extrêmement exigeantes en minerais. Donc, ça ne peut pas être une solution. Donc, là où je veux en venir,
et c'est la seule chose sur laquelle je veux insister, c'est que nous sommes appelés à changer de paradigme. C'est-à-dire que si on ne peut pas voir le 21e siècle autrement comme un siècle à l'occasion duquel nous vivrons autrement. Je suis convaincu qu'à la fin de ce siècle, on se racontera son début comme quelque chose d'absolument invraisemblable en termes de consommation, en termes de dépenses, en termes de géopolitique, en termes de relations au monde. C'est une erreur de penser que le futur, c'est des soucoupes volantes ou des voitures qui se conduisent toutes seules ou, je ne sais pas, des drones qui viennent poser nos courses sur notre jardin. Ça, c'est un délire, quoi. Je ne dis pas que l'avenir est là, entendez-moi bien, mais il y a beaucoup plus d'avenir au village acadien que dans ces représentations-là. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Une crise climatique, canicule, incendie de forêt, montée des crues, crise de la biodiversité, disparition des espèces, des crises politiques aussi, réfugiés environnementaux, la tentation du fascisme, bon, Donald Trump, Marine Le Pen, ainsi de suite. Bon. Quand on est désespéré, on ne sait plus quoi penser. Très souvent, on court dans les bras du premier taré qui va s'y faire en montrant ses muscles, bon, ou qui trouve un coupable. C'est les Arabes, c'est eux, c'est bon. Et là, ça rassure, c'est qu'on déplace le débat vers quelque chose qu'on maîtrise intellectuellement. C'est vraiment la partie inférieure du cerveau qui va se dire « Ah, c'est de la faute d'eux autres, quoi. Ils n'ont pas la même couleur de peau, puis ils viennent d'ailleurs, donc c'est eux les coupables, on va se débarrasser d'eux, puis tout ira bien. » C'est de la paresse intellectuelle, l'extrême droite, c'est juste ça. En plus de la haine, puis de la névrose, tout ce qu'on veut, mais c'est beaucoup de la paresse intellectuelle. C'est un cache-sexe des complexités du monde. C'est toujours simple, l'extrême droite. Et cette simplification-là du débat reste de séduire les gens. Bon. On le voit aussi dans une ville comme celle de Québec, par exemple, où là, l'extrême droite est un vrai phénomène culturel. Regardez-vous dans les radios culturelles du genre aux États-Unis. Crise sanitaire. Je ne parle pas seulement des variants, mais notre organisation interconnectée, comme jamais ça a été le cas avant, et qui favorise les pandémies, ont fait dire à des gens qui interviewent Marie-Monique Robin dans son dernier livre, ou à des gens comme Pablo Servigne ou Raphaël Stevens en 2015 dans un article que j'ai chez moi, que les pandémies sont annoncées. Puisqu'on est dans un monde qui, en raison du déploiement techno-industriel à travers le monde, du tourisme de masse, la monoculture a forcé des interconnexions qui n'ont pas inventé les pandémies, mais les ont favorisées. D'ailleurs, c'est une phrase qui vaut pour tout ce qui concerne les mots, les grands mots du monde et le capitalisme. Le capitalisme n'a rien inventé, mais il a tout accentué. Il n'a pas inventé les injustices sociales, mais il les a accentuées. Il n'a pas inventé la pollution, mais il l'a accentuée. Il n'a pas inventé les pandémies, mais il les favorise. Bon. Voilà. Donc, le changement de paradigme, c'est quoi pour nous ici? Je vais conclure là-dessus. Conclusion un peu longue. C'est plus un programme. Mais peut-être qu'on serait... Je ne sais pas qui on serait ce soir, mais moi, ce que je lance là ce soir, c'est un projet. C'est pas simplement une conclusion ou un truc parce que c'est de bon goût qu'on fait une conférence de terminer sur un truc un peu positif. Là, il paraît que c'est dans la loi du genre, c'est pas ça du tout. Là. C'est que je voudrais qu'on parte d'ici avec un projet dont je parle personnellement depuis 1 an et qui aura, je pense, à un moment donné, une portée nécessaire et qui concerne la péninsule comme il concernerait d'autres régions si j'étais dans d'autres régions aujourd'hui. Bon, le premier, il est plus général et il concerne une recherche que je fais moi-même étant membre du Collège international de philosophie à Paris. C'est une série de livres sur la notion d'économie. Et ce qui m'intéresse dans ces titres-là et dans cette recherche, c'est de rappeler que dans l'histoire, le mot économie n'a pas du tout signifié ce que les sciences économiques en ont fait. Les sciences économiques ont pris le mot économie et l'ont ratatiné. Et l'ont en quelque sorte étouffé dans un champ régional et tout à fait particulier qui est celui de l'intendance. Bon. Mais avant qu'ils le fassent et qu'on soit pris avec leur définition, la preuve étant que si vous ouvrez un dictionnaire comme le Larousse ou le Robert, vous n'aurez que les définitions de la science économique et de l'intendance pour parler d'économie. Le mot économie a existé dans un très très grand nombre de sphères d'activités scientifiques et culturelles.
Dans le Nouveau Testament, il est question d'économie. Paul, c'est un économe. Évidemment, il n'y a pas un traducteur de la Bible qui est capable de l'écrire, mais c'est écrit ça dans le texte grec, dans le manuscrit grec le plus ancien, le plus fiable que nous ayons. Paul, c'est un économe. Bon, et il s'intéresse à l'économie de la foi. Bon, en sciences de la nature, on va parler de l'économie de la nature. En rhétorique, on parle de l'économie d'un discours. En littérature, Gérard Genette, Roland Barthes, pour ceux qui ont étudié ça, on parle de l'économie du texte, l'économie d'une œuvre, Daniel Arras sur la peinture. En mathématiques, on parle de l'économie de la pensée. En droit, on parle de l'économie d'un texte de loi. Et ça continue en philosophie. Il y a un courant qui s'appelle l'économie de la valeur. La valeur au sens d'une idée qui est dite valable. Quand une assertion scientifique est valide, c'est qu'elle a une valeur, c'est un rapport économique. Ainsi de suite. Le mot économie a existé très très ouverte. Et je pense qu'on va revenir à cette compréhension-là du mot économie, signifiant quoi, au fond, une conscience des relations bonnes. Quand on met en relation des choses de façon à générer un bon résultat, il y a économie dans l'histoire de notre langue, et pas seulement en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, mettre fin au rapport hégémonique des sciences économiques? Parce qu'aujourd'hui, quand on pense dans l'économie, on pense à l'argent, à la production, à la thésaurisation, puis même le capitalisme lui-même. Si on met fin à cette hégémonie-là, cette domination-là, de ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire de notre point de vue? C'est la fin de l'économie régionale. C'est la fin de l'économie régionale au sens où l'économie régionale serait tout simplement connectée à un marché mondial. C'est la fin de cette idée que l'économie, c'est quoi? C'est mettre en valeur une production locale sur un marché mondial pour avoir des devises qui vont nous permettre de consommer auprès de ce même marché mondial-là. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, quand on est dominé par ce paradigme de l'économie comme étant le capitalisme, ou l'économie de marché, c'est qu'entre nous tous, là, ce soir, il y a le marché. Le marché est entre nous tout le temps. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait principalement, et ça, il y a toutes sortes de métiers subalternes, c'est produire du poisson, du crabe, du homard, des canneberges, des bleuets en masse à des acheteurs en gros qui vont en faire quelque chose au loin, pour nous donner des rentrées d'argent, que ce soit comme propriétaire ou salarié, qui vont nous permettre ensuite d'aller au Canadian Tire, au Walmart, au Tim Hortons, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on veut, c'est trouver une façon de se rendre pertinent auprès du marché mondial pour qu'il vienne ici marquer son emprise comme il marque son emprise et quadrille le monde. Bon. Donc, l'économie locale, plutôt qu'une économie régionale de type marché mondial, qui n'a rien de régional au fond, ce serait de dire, qui sommes-nous? Qu'avons-nous? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos dispositions? Quels sont nos talents? Quelles sont nos ressources, nos richesses? Quels sont, d'autre part, nos besoins? Et puis nos aspirations, soyons pas simplement dans le besoin primaire, mais nos aspirations, nos envies. Et comment faire se rejoindre les deux? Comment mettre en relation la colonne des forces, des actifs, comment arriver à résoudre des problèmes et à satisfaire des besoins. Et au fond, cette prise de conscience-là va de pair avec une critique qui est celle de Roméo Bouchard au Québec sur la perte de pertinence des régions du point de vue des pouvoirs publics. Cette citation-là, par contre, je vais me permettre de vous la lire parce qu'elle manque pas de sel pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que dit Roméo Bouchard dans ce petit livre? Y a-t-il un avenir pour les régions? Il parle exclusivement du Québec, mais vous pouvez remplacer Québec par Fredericton, le Québec par le Nouveau-Brunswick, puis n'importe quelle région par péninsule acadienne, et vous avez un modèle qui fonctionne. Bon, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que, au fond, depuis le 20e siècle, progressivement, les régions rurales et côtières ont cessé d'avoir une autonomie, pour ne plus être que des fiefs dans lesquels le grand capital se sert en richesse naturelle, quoi. Bon, d'abord.
et qu'au fond, on est moins dans un rapport entre ville et région, dit-il, qu'entre centre et périphérie. Et que la plupart des capitaux sont canalisés dans les centres et leurs périphéries immédiates, ou dans des reproductions à plus petite échelle dans des chefs-lieux, ici Bathurst par exemple étant un pouvoir régional par rapport au reste, hein, et que par ailleurs, les régions sont en quelque sorte laissées en quelque sorte à elles-mêmes comme de vastes territoires où il convient simplement de se servir. Et je vous cite simplement une page qui peut vous donner envie d'aller plus loin. Là. Ce qu'on appelait le monde rural n'est plus une succession de villages tous semblables et autonomes comme autrefois, c'est un ensemble de territoires structurés où intervient une nouvelle dynamique politique et économique. Les derniers portraits produits par l'Institut de la statistique du Québec démontrent clairement que cette dynamique ne relève plus de la dualité ville-campagne, mais plutôt de la dualité centre-périphérie. La raison en est très simple, la croissance est concentrée dans les villes et autour des villes, mais aussi dans les centres-villes à l'intérieur de chaque région. Et plus on s'éloigne de ces centres, plus la décroissance et la dévitalisation s'accentuent. Au-delà de la rhétorique traditionnelle sur la ruralité, ce qui prévaut, c'est bien plutôt la dure réalité des régions périphériques, et plus encore des périphéries de ces régions mêmes, marginalisées par l'économie moderne, appauvries et défigurées par la surexploitation de leurs ressources et de leur développement industriel et commerciaux, souvent aberrants, dévitalisées par l'exode de leur population active et le vieillissement prématuré de la population restante, isolées par leur homogénéité traditionnelle et leur faible métissage ethnique, laissés pour compte par des gouvernements centralisateurs. Et au fond, à l'encontre de ça, à l'encontre de ce phénomène-là, pour lui, par exemple, même l'UMCS, à son sens, c'est moins une instance qui permet à une région d'être autonome qu'une sorte d'aspirateur à talent hein, pour en faire profiter, après 2 ans, des grands centres extérieurs. Quoi. Où on dit, voilà, on va en quelque sorte catalyser les forces et on va les orienter vers les centres où on les mettra à contribution. Et à moins d'être face à des gens têtus, résolus, et déterminés et absolument maîtres de leur destin. Il y a 1000 circonstances qui font qu'une fois arrachés à leur région, ils ne reviennent pas. Bon, il n'y a pas besoin de nous expliquer la vie, quoi. Ici, on est continuellement confronté à des témoignages comme ça, de parcours. C'est-à-dire, allons chercher ce qu'on peut, faisons-en profiter les centres et présentons comme un acquis régional, au fond, finalement, des ponts de jetée, quoi. C'est simplement des rampes de lancement hein, de tous les éléments, des ressources autant matérielles que humaines, comme on dit gravement aujourd'hui, hein, parce que je n'utilise pas cette expression-là sans guillemets, hein, au profit toujours des grands centres. Quoi. Bon, là, il y a... Et au fond, la réplique à ça, c'est ce que dans beaucoup de courants écologiques aujourd'hui, on appelle au contraire des biorégions. C'est-à-dire l'avenir est aux biorégions. L'avenir est aux échelles régionales. La mondialisation n'a pas d'avenir, étant donné qu'elle est destructrice, elle est inique, elle est perverse. Elle repose, au fond, sur des prémices qui ne sont pas viables, hein, les prémices étant la capacité à la croissance permanente alors qu'on est dans un monde fini, qu'on est en train d'épuiser les ressources qui sont nécessaires pour cette croissance-là. Donc partons de l'idée que le fondement de la géopolitique du XXIe siècle sera la biorégion. Et quoi de plus clair pour exemplifier une biorégion que la péninsule acadienne? Bon, moi je vois très peu d'exemples aussi clairs puisqu'il s'agit pratiquement d'une île. Et c'est dans le nom même, péninsule, littéralement, ça veut dire presqu'île. C'est une grande presqu'île. Hein, on dit. Dans les adjectifs, ça paraît très bien. On dit, voilà, une population insulaire pour nommer des Iliens. Hein, puis on va dire péninsulaire pour nommer des gens dans une péninsule. C'est ce que ça veut dire. En allemand, hein, péninsule, c'est Halbinsel, ça veut dire une demi-île. Bon, donc nous sommes, au fond, circonscrits dans une logique qui est à la fois territoriale, géographique, sociologique, culturelle et, j'aurais envie de dire, politique. Il y a quelque chose là de cohérent à cet espace-là, et cet espace-là, non seulement peut, mais doit être investi comme l'espace géopolitique de demain
pour faire face à un monde qui est en situation d'effondrement annoncé. Et penser à l'échelle de la péninsule, l'économie, c'est penser à cette échelle-ci la production et la consommation. C'est dire, mais comment on peut organiser le zonage, comment on peut organiser le travail, comment on peut organiser la distribution, comment on peut organiser la participation politique pour qu'ensemble, nous nous en sortions, eu égard à ce monde qui s'annonce. Pas juste comme ça dans un principe là, disons, qui serait régionaliste, un peu comme ça, identitaire, pas seulement ça, mais par rapport à notre histoire. Comment on s'organise, nous, maintenant? Parce que les États, de toute façon, ils n'arriveront pas à donner le change, comme ça a été le cas pendant la pandémie, avec des chèques comme ça qui nous arrivent un peu magiquement dans les boîtes aux lettres, là. Ils n'y arriveront pas parce qu'on risque fort d'être face à des situations multicrises. Juste ici, là, si on regarde là, depuis le début du siècle, c'est une vingtaine d'années, c'est pas tellement. Il y a eu quoi? Je veux dire, des attaques terroristes, je veux dire, des pluies de verglas, plus ou moins loin d'ici, des incendies de forêt, je veux dire, un malade mental à la Maison-Blanche, une crise financière en 2008 qui a été vraiment majeure, et doublée d'une crise immobilière, et j'en passe, une pandémie. Imaginez que, comme dans le courriel de cet ami de la Colombie-Britannique qui commence à montrer comment les choses se recoupent. Imaginez qu'on est dans une situation multicrise, où ça se passe à peu près en même temps. Pensez-vous que l'État a les moyens d'envoyer des chèques et là, on mobilise des pompiers pour aller dans l'Ouest canadien. Alors, ça ne sert à pas grand-chose, mais imaginez s'il y a 3 crises comme ça en même temps. On s'oriente vers un monde comme ça. Il faudra s'en remettre à nous-mêmes. Et au fond, la géopolitique, ça sera quoi? Ça sera se dire, quand il y a une situation de crise, le pouvoir qui nous intéresse le plus, c'est le plus proche. Quand il y a des pluies de verglas, ici, c'est le maire qu'on appelle, c'est pas le premier ministre. On sait très bien que, bon, lui, tout ce qu'il se dit, c'est que les abat-jours sont en panne, quoi. Bon, donc, c'est le pouvoir le plus proche qu'on sollicite. Et c'est celui-là qu'on va solliciter quand il va y avoir vraiment une crise immédiate comme celle que j'ai citée. Et il faudra être prêt. Il faudra être prêt à penser sur cette échelle-là d'une manière cohérente, eu égard à cet avenir-là. Bon. Et je pourrais parler longuement là, de l'essor aujourd'hui du pouvoir régional, mais penser la péninsule comme une biorégion sur un mode géopolitique est quelque chose qui s'imposera. Et je souhaite simplement que ça ne s'impose pas trop tard. Je voudrais que ça s'impose intellectuellement avant que ça s'impose historiquement quand on sera vraiment en situation de panique parce qu'il y aura une crise. Bon. Et c'est pour ça que j'en appelle à la création d'une organisation qui pourra être un collectif ou un parti, appelons-le ça comme on veut, mais un collectif, disons, pan-péninsulaire, multimunicipal, constitué d'élus municipaux de toutes les villes. Un collectif d'élus municipaux de toutes les villes qui réfléchissent dans un forum régional transcendant les villes à l'échelle péninsulaire. Je voudrais que lorsqu'on vote aux élections municipales, on ait l'impression vive et fondée lorsqu'on vote pour un maire ou une mairesse, qu'en même temps ce maire et cette mairesse-là, toute maire et mairesse qu'elle reste dans sa ville, soit aussi la députée ou le député d'une assemblée péninsulaire. Et que les conseils municipaux ne soient pas simplement des conseils municipaux comme celui-ci, c'est vraiment l'endroit rêvé pour parler de ça aujourd'hui. Bon. Mais que chaque personne ici, en plus d'être conseiller municipal, agisse un petit peu comme un Sénat. C'est-à-dire que le maire va voter dans l'Assemblée péninsulaire sur un projet de loi, mais son vote ne vaut dans cette Assemblée-là que s'il est cautionné par le conseil municipal à majorité simple. Donc ça évite d'avoir une clique de maires qui décide de tout. Hein? Là, on aurait une structure qui régionaliserait la politique, mais qui le ferait sur un mode institué qui ne dépend plus de Fredericton, parce qu'on ne s'émancipe pas en demandant aux autres de nous émanciper, on s'émancipe par définition par soi-même. Ce serait qu'on créerait cette structure-là, ça pourrait être à travers le Forum des maires, par exemple, et il suffit de la créer pour qu'elle fonctionne, il suffit de la vouloir. Et à un moment donné, on mettra les autres devant le fait accompli. Bon, ça c'est sur le mode structurel. Je pense que cela est indispensable
par rapport au monde dans lequel nous sommes, parce que tôt ou tard, la péninsule acadienne, comme la plupart des régions du monde, seront laissées à elles-mêmes. Les États existeront peut-être, mais ils seront de plus en plus lointains, régaliens, symboliques, comme ils tendent à le devenir beaucoup depuis 50 ans. Bon. Donc, il faudra créer une institution régionale, constituée des maires, hein, et surveillée par les conseils municipaux, et à une échelle comme la nôtre, pourquoi pas aussi doublée de toutes sortes de forums citoyens pour pratiquer une démocratie de proximité. Bon, ça c'est sur le plan des institutions, mais sur le plan ensuite de l'organisation politique, c'est d'avoir un parti péninsulaire qui présente des élections aux élections municipales des différentes municipalités, tout en étant une organisation une, pour faire valoir un programme sur le zonage, sur la souveraineté alimentaire, sur la fiscalité, hein, sur la consommation, hein, sur l'érosion des côtes, hein, sur la justice sociale, hein, qui soit en phase avec les défis du siècle, pour qu'on fasse élire des conseillers, des maires, des conseillères, des mairesses qui prennent des engagements à l'échelle péninsulaire tout en opérant dans leur ville, leur village. Je pense que non seulement j'y crois comme un projet, mais c'est pas juste une lubie, j'ai la conviction pour ma part que ce passage-là est obligé, que c'est inévitable. Ça ne se prendra pas nécessairement cette forme-là dans l'histoire, peut-être que c'est pas cette voie-là qu'on adoptera, moi je la propose. Bon, je la propose. Il y en aura sûrement une, ça sera celle-là, ça sera une autre, mais on régionalisera la politique ici à un moment donné, parce qu'on sera, je vais le dire en termes simples, on sera pognés ensemble. Ça sera ça, notre lot au 21e siècle. On ne s'est pas choisi, c'est comme les membres d'une famille. On est là, c'est nous, c'est pas d'autres. On est sur le même territoire, on peut se faire la guerre, on peut s'entraider. C'est peut-être plus intéressant, intelligent de s'entraider. Donc, on va constituer l'entraide, la solidarité à travers des structures. Ce serait peut-être mieux d'y voir avant que vraiment on soit dans une situation de crise ou de panique. C'est l'essentiel de ma proposition ce soir.